Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous vulgarisons les concepts de base de la méthodologie de la recherche scientifique en sciences humaines et sociales. Mais avant de commencer, je vous prierai de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Tout d'abord, il faut définir qu'est-ce qu'une recherche scientifique. Selon le dictionnaire Larousse, est un ensemble d'études et de travaux menés méthodiquement par un spécialiste et ayant pour objet de faire progresser la connaissance. Autrement dit, un travail de recherche ou une étude qui a été faite dans le cadre de la recherche scientifique doit obéir aux principes et aux règles de la méthodologie scientifique. Et ces études et travaux sont faits dans un seul but ou objectif, et celui de faire progresser la connaissance et enrichir le savoir. Il faut se poser la question qui mène la recherche scientifique. Première catégorie, ce sont les étudiants qui sont inscrits en fin de cycle, licence ou master, c'est-à-dire en graduation. Deuxième catégorie, ce sont les doctorants ou les étudiants inscrits en post-graduation ou en troisième cycle qui sont en phase de préparation d'une thèse de doctorat. Troisième catégorie, ce sont les scientifiques et les chercheurs ayant déjà soutenu leur thèse de doctorat. Quatrième catégorie, ce sont les maîtres de recherche qui sont des scientifiques et des chercheurs qui travaillent sur des sujets de recherche dans des centres de recherche et des laboratoires de recherche à plein temps. Cinquième et dernière catégorie, ce sont les professionnels qui travaillent dans les grandes firmes, les laboratoires, les usines, les sociétés qui peuvent mener des recherches pour développer les produits des firmes dans lesquelles ou pour lesquelles ils travaillent. Fonction et objectif de la recherche scientifique. Premier objectif, le diagnostic, à travers lequel le chercheur tente de déceler ou de diagnostiquer le phénomène sur lequel se concentre sa recherche. Deuxième objectif, qui est l'exploration, c'est l'une des fonctions de la recherche scientifique, est également de rechercher des informations, d'explorer des faits et de recueillir des preuves et des données. Troisième fonction, c'est l'interprétation. Elle est basée sur le diagnostic et l'exploration. À travers cette fonction, le chercheur essaye de discuter et d'analyser les résultats obtenus dans les deux premières étapes. Quatrième fonction, c'est la prévision, qui se veut une prédiction ou une extrapolation qui sert à surveiller l'évolution temporelle de l'un ou des phénomènes étudiés. Dernier objectif, c'est l'archivage. Fonction de la recherche scientifique est de créer une banque de données et des archives de données dont d'autres chercheurs peuvent bénéficier. Les étapes de la recherche scientifique. Première étape, c'est la sélection du sujet ou du thème à l'étude. Deuxième étape, c'est la lecture et recherche de sources et documentation relative à la thématique. Dans cette étape, le chercheur va s'enquérir et s'informer sur les études et recherches précédentes ayant traité de la même thématique. On peut appeler aussi cette étape comme un état des lieux ou l'état de l'art. Troisième étape, c'est la définition de la question et des hypothèses ou la formulation de la problématique et l'émission des hypothèses. Quatrième étape, c'est la sélection de la méthode de recherche qui soit adéquate avec la nature de la thématique ou de la recherche. Cinquième étape, c'est la préparation à la recherche sur le terrain ou la conception d'un protocole de recherche en fonction des objectifs assignés. Sixième étape, c'est l'étape de la collecte des informations ou des données qui vont être analysées dans l'étape suivante et discuter. À la fin, le chercheur doit se mettre à rédiger et à la fin publier son travail de recherche. La problématique. D'après Poisson, c'est l'art de poser le problème à l'étude et de l'exposer, c'est-à-dire de le présenter avec tous les développements nécessaires et suffisants pour rendre celui-ci facilement identifiable et compréhensible par le lecteur. Ceci en précisant l'angle théorique sous lequel on se propose de l'aborder. Autrement dit,
La problématique est l'art de la présentation d'un problème qui soulève une interrogation qu'il faut résoudre. Les éléments pour une auto-évaluation de la problématique. Il faut savoir que la problématique doit être vérifiée et évaluée avant d'être validée pour mener la recherche. Premier critère ou première question qui doit se poser, est-ce que mon objet de recherche est-il présenté? Donc la problématique doit comporter mon objet de recherche. La discipline et le cadre théorique, c'est-à-dire les concepts dans lesquels s'insère mon objet de recherche sont-ils présentés. Donc la problématique doit comporter cela. La cohérence de mon approche théorique est-elle perceptible? Donc une problématique doit assurer cette cohérence. Quatrième question, la question de recherche ou bien là où les hypothèses découlent-elles logiquement de la problématique? Autrement dit, les hypothèses doivent découler de la problématique. L'hypothèse est une supposition qui peut être comprise comme une réponse anticipée que le chercheur formule à sa question spécifique de recherche. Il s'agit aussi de prévoir un résultat. Autrement dit, l'hypothèse est une réponse éventuelle ou anticipée à la question de recherche ou aux questions de recherche. Le corpus se définit quant à lui comme l'ensemble des données recueillies, qu'elles soient orales, écrites ou audio-visuelles, soumises à l'analyse. Autrement dit, toutes les données recueillies durant la recherche ou avant la recherche et qui peuvent être soumises à l'analyse forment un corpus. Les outils de recherche. Le premier outil, le questionnaire, qui se veut une série de questions méthodiquement posées sur un phénomène. Et ces questions, ou cette série de questions, est destinée à la population de l'étude. L'entretien ou l'entrevue est une technique qui permet aux chercheurs de collecter ou de récolter les attitudes, les avis, les représentations et les sentiments de la personne interrogée. L'observation est une technique qui permet aux chercheurs de recueillir les données verbales et non verbales à travers soit l'observation participante ou l'observation non participante. Les modes d'investigation. Premier mode d'investigation, c'est l'approche quantitative qui est basée sur des chiffres et des statistiques et qui a pour objet de prouver ou de démontrer un phénomène. L'approche qualitative, quant à elle, est basée sur des mots et des phrases et permet de décrire un phénomène. Troisième approche, c'est l'approche mixte qui combine entre les deux approches, objectivité et subjectivité. Une question très polémique dans la recherche scientifique, car il est très difficile d'éliminer complètement la subjectivité. Il faut savoir aussi que le chercheur est un être humain et a des tendances personnelles. Il lui est aussi difficile de convaincre. Mais en dépit de tous ces facteurs, le chercheur doit s'efforcer de réduire sa subjectivité et de faire preuve d'objectivité possible. Cela est possible grâce à certains mécanismes. La subjectivité peut être réduite par la présence de plus d'un chercheur dans un seul projet. Elle peut être aussi contrôlée et réduite en clarifiant les limites et en discutant dans le cadre de la méthodologie. Caractéristiques cognitives du chercheur. Première caractéristique, l'orgueil. Par orgueil, on entend que le chercheur doit être objectif, doit refuser toute manipulation, doit refuser la tricherie, faire preuve d'opiniâtreté, donc avoir une ambition et un objectif. Deuxièmement, le chercheur doit être curieux, c'est-à-dire doit s'intéresser à son sujet, doit être attentif, doit faire preuve de volonté de comprendre, doit écouter et doit s'ouvrir sur les autres cultures et les autres disciplines. Troisième caractéristique, c'est le scepticisme. Donc le chercheur doit avoir un doute scientifique et doit se remettre en question systématiquement, doit critiquer et rechercher la critique. Quatrième et dernière caractéristique, c'est l'intelligence. Le chercheur doit exploiter ses anciens acquis, d'en faire le lien et d'inférer de nouvelles relations et aussi de construire d'autres réalités et à la fin transformer des données brutes en des données utiles.
Valeurs morales ou éthiques du chercheur. Première valeur, l'honnêteté. C'est-à-dire, le chercheur doit respecter les principes de la recherche scientifique, doit être passionné de la vérité, doit accepter la critique et doit faire l'autocritique, c'est-à-dire reconnaître ses erreurs, ses torts, doit avoir la capacité à rejeter ou refuser des choix ou des propositions erronées. Deuxième valeur, le respect d'autrui, c'est-à-dire il doit mentionner les noms des auteurs, les références, les théories abordées et les résultats. Il doit, dans la même perspective, soutenir les idées d'autrui et protéger les idées des autres auteurs et valoriser son propre travail. Troisième valeur, il doit rejeter et dénoncer toute forme de tricherie, c'est-à-dire faire preuve d'une abnégation. Autrement dit, il doit refuser le piratage, la tentation, les risques. Il doit aussi opter pour l'autosanction, pour aussi l'engagement dans la vérité. Les valeurs de la recherche scientifique. Première valeur, la pertinence, c'est-à-dire le choix du sujet doit se faire d'une façon à ce qu'il constitue une valeur ajoutée à la spécialité ou au domaine dans lesquels la recherche a été menée. Deuxième valeur, c'est la rigueur, c'est-à-dire la recherche doit obéir aux méthodes scientifiques de la recherche. Troisième valeur, c'est la fiabilité et la fidélité, c'est-à-dire les données, les résultats et les conclusions de la recherche doivent être fiables et fidèles à l'origine et aux sources desquelles ont été tirées. Type de mémoire. Premier type, mémoire de fin de formation. Par exemple, le master professionnel, par opposition aux mémoires qui sont faits dans le cadre des masters de recherche. Donc, ils sont appelés mémoires de recherche. Troisième type, nous avons les mémoires d'expérience ou de témoignage. Par exemple, un ex-président, une ex-personnalité publique, un ex-ministre, un homme ou femme d'affaires ou un professionnel. Production scientifique majeure. Premièrement, les working papers, ou ce qu'on appelle les documents de travail. Ce sont des documents de recherche qui sont élaborés par un ou plusieurs chercheurs dans les domaines techniques et scientifiques surtout. Deuxième production scientifique majeure, c'est les communications dans les colloques, les journées d'études ou les congrès scientifiques. Ces communications peuvent être orales, écrites ou sous forme de posters. Troisième type, c'est les articles publiés dans des revues scientifiques. C'est ce qu'on appelle les articles scientifiques. Quatrième type, c'est la thèse de doctorat ou les thèses de doctorat. Cinquième et dernier type, c'est les ouvrages de recherche ou les ouvrages collectifs. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo.